On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives, et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie, sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Peut-il y avoir événement plus puissant, intense et bouleversant qu'un accouchement ? Ceux qui l'ont expérimenté pourront en juger. Ce qui est certain, c'est qu'il marque forcément un avant-après cette date pour la mère qui accouche, pour le coparent qui soutient et protège ce miracle de la vie, et pour ce petit bébé qui passe d'un monde à l'autre. Ce qui est certain aussi, c'est que toute naissance est synonyme de rencontre entre un petit être extrêmement dépendant, dont les débuts de vie seront fatalement compliqués et qui ne peut s'épanouir que dans un univers sécurisant et aimant, et un ou des parents qui ont tout à apprendre et une sacrée pression sur les épaules, même si les tabous tremblent et que les langues se délient. Alors comment concilier et apprivoiser ces toutes premières fois ? Quels sont les besoins prégnants d'un nourrisson ? Comment les entendre et les décrypter ? Comment trouver sa place et se faire confiance ? Comment être au rendez-vous avec ce bébé ? J'ai eu la chance de m'entretenir avec celle qui se fait l'interprète des bébés et qui est la main tendue, l'oreille bienveillante des parents depuis 40 ans maintenant. Celle qui fait de l'eau un déclic pour petits et grands. Celle qui œuvre corps et âme pour créer le lien et l'harmonie familiale. Une grande dame, aussi enjouée qu'engagée, une fée. Vous l'avez certainement deviné, il s'agit de Sonia Krief. Il y a dans cet épisode matière à refaire le monde. Il y a matière à embrasser la parentalité autrement, dans la douceur et la solidarité. Il y a matière à découvrir ce que l'humanité a de mieux à offrir à un petit bébé fraîchement né. Alors j'espère sincèrement que vous en sortirez boosté de toute la confiance que vous méritez. Vous êtes la fée qui se penche sur le berceau des bébés français. Vous faites la porte-parole des nouveau-nés depuis maintenant plus de 40 ans. Votre bienveillance, votre sensibilité, votre invention aussi interpellante que bouleversante, le fameux thalassobain bébé, dépasse même les frontières et émerveille le monde entier. Vous avez une approche pour le moins atypique de la périnatalité et tout ce qui touche en fait au petit bébé. Alors moi je voulais savoir d'où vous vient ce regard singulier et passionné que vous posez sur les débuts de la vie. En réalité, je le sais depuis bien moins longtemps que toutes ces années aux côtés de ces bébés. Je le sais depuis une dizaine d'années. Ça me ramène à ma propre histoire de bébé, tout simplement. D'accord. Découverte lors d'une thérapie. Intéressant. Et là, ça a donné tout son sens au travail et au choix professionnel que j'ai fait à l'époque, sans vraiment savoir pourquoi. Mais il y a une dizaine d'années, j'ai compris. Qu'est-ce que vous avez compris finalement ? Le bébé intérieur m'a guidée sur cette voie et j'en suis tellement heureuse parce que ce petit bébé intérieur, il a tellement grandi. L'adulte que je suis aujourd'hui a tellement grandi en prenant conscience du pourquoi de cette histoire et voilà, c'est bouleversant, c'est touchant et c'est en même temps la preuve que notre petit nous bébé intérieur, il est là en nous, il est rangé quelque part. Dans notre tête, dans peut-être ailleurs, je ne sais pas, notre esprit, mais il est rangé quelque part. Et il peut guider nos choix,
il peut faire que on a tel ou tel tempérament, tel ou tel blocage, mais savoir qu'en réalité, ce petit bébé nous guide plus tard, c'est hyper touchant, mais en même temps, c'est bien la preuve qu'il faut s'occuper de lui avant qu'il reste juste bébé intérieur, juste quand il est bébé, en conscience. Je ne sais pas à quel point ils ont une conscience. Donc, conscience, c'est certain. Hein, Frédéric Le Boyer le disait clairement, le bébé a une conscience et on pensait qu'il n'en avait pas. Donc, plutôt que de ranger ça dans notre mémoire, dans un petit tiroir bien verrouillé, venons à la rencontre de ces bébés et écoutons ce qu'ils ont à nous dire. Et c'est mon travail. Et vous le faites de manière tellement touchante et bouleversante. Merci en tout cas de nous avoir partagé cette bribe d'intimité. Moi, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Ce bébé, cet enfant intérieur, on en parle souvent. Qu'est-ce que c'est en fait concrètement ? Est-ce que vous pouvez démystifier un petit peu ce concept pour nous ? Le bébé intérieur, c'est la mémoire du bébé en réalité. Le bébé intérieur, c'est ce petit qui a vécu, ressenti beaucoup de choses qui sont imprimées en lui, qui vont être rangées dans l'adulte qu'on est. Et ce bébé intérieur, c'est difficile de dire qui est ce bébé intérieur ou ce qu'il est ou le démystifier. C'est juste nous en réalité, c'est nous avec notre vécu et notre accueil et nos difficultés, nos joies, nos peines, nos peurs et quelle est la personne en face qui a réussi, qui a été là, qui s'est liée à ce bébé-là, donc à nous, pour pouvoir le rassurer. Et parfois, c'est pas grand-chose dans notre regard d'adulte, mais dans le vécu du bébé, c'est énormissime. Dans ses sensations de bébé, c'est énormissime. Et il faut juste qu'on aille un petit peu rechercher notre bébé intérieur pour essayer de comprendre ce bébé qu'on a là aujourd'hui dans nos mains, ce qu'il peut vivre, ressentir, sentir, et ça pourrait s'appeler de l'empathie. En effet. Simplement, c'est ça l'empathie, c'est essayer d'imaginer les émotions de l'autre. Mais c'est ça, mais il est clair et net que sans aucun doute, on a tous ce nous bébé rangé. Voilà. Peut-être que ce tiroir va s'ouvrir un jour. On suit une thérapie parce qu'on sent un malaise, un mal-être, qu'on se fait accompagner et que ce tiroir il s'ouvre. Et on comprend pourquoi est-ce que on a des difficultés de communication, de confiance en soi, d'un tas de choses. Et on ne pense pas forcément à notre vie de bébé. C'est fou. Vous m'offrez du coup la parfaite transition. Vous avez récemment écrit, en tout cas votre tout dernier livre, un livre qui retrace, qui révèle, qui dévoile le monde insoupçonné du bébé depuis sa vie intra-utérine jusqu'à son arrivée parmi nous. Un livre qui, moi, personnellement, m'a de nouveau énormément touchée. Alors, j'aimerais vous demander, en rebond à ce livre, comment on prépare la rencontre avec ce petit bébé prêt à naître ? Vous qui veillez sur les bébés depuis toute une vie, qu'est-ce que vous nous préconisez à nous parents pour lui assurer la plus douce des transitions entre ce monde aquatique qui a été le sien pendant 9 mois, si tout va bien, et notre monde aérien, terrien ? Je voudrais juste d'abord préciser que ce livre a été écrit avec Nathalie Lancelin, qui est psychologue en périnatalité, une merveilleuse psychologue qui accompagne la femme dans cette étape de la grossesse et du postpartum et d'autres étapes de la vie. Comment accueillir ce bébé ? Un bébé, ça s'accueille
dans son désir d'enfant, un couple qui est heureux de mettre en route ce process d'avoir un bébé. Il y a déjà de la joie, il y a déjà de l'amour, il y a déjà beaucoup de choses qui se passent. Ensuite, il y a la vie intra-utérine. On sait que ce bébé ressent beaucoup de choses. On sait qu'il y a beaucoup de transmission. On sait que les émotions de la maman deviennent les mêmes émotions pour le bébé. Il prend tout à son compte. Donc déjà, essayons d'accueillir du mieux possible ce bébé dans sa vie intra-utérine en se connectant, en lui proposant des moments juste pour lui, en pleine conscience, pas dans l'agitation de la vie que tout le monde connaît, mais c'est juste mettre son rythme de vie sur pause, s'allonger sur un canapé, s'asseoir dans un fauteuil ou s'allonger dans son lit, poser les mains sur son ventre et puis discuter. Et puis imaginer ce petit faisceau de lumière qui vient de nos pensées jusqu'au petit cerveau du petit bébé, qu'il ressente ce rayonnement, qu'il ressente cette joie de maman, ce bien-être de maman. C'est pas 24 heures sur 24 parce qu'il y a la vie qui est là et le rythme qui est assez dingue. Mais essayons 1 à 2 fois par jour d'être vraiment en pleine conscience avec son bébé, lui parler, lui chanter, lui raconter à voix haute ou avec cette voix intérieure. Il y a encore des personnes qui pensent que si on les entend parler à un bébé qui est dedans, qu'on ne voit pas, on va un petit peu les prendre pour des illuminés. Certainement pas, mais quand bien même, si c'est difficile justement pour les parents, rien que d'être dans la pensée, dans la connexion et dans la pleine conscience, le bébé va accueillir, va ressentir et va peut-être même vous répondre. J'ai des retours de mamans qui me disent, quand je parle avec ma voix intérieure, je sens le bébé qui bouge. Incroyable. Donc n'hésitez pas, faites comme vous en avez envie, parce qu'il ne faut pas se forcer. Si on se force, le message n'est pas le bon. Donc restez dans votre petite voix intérieure et consacrez du temps à ce bébé qui grandit en vous. Après, il y a l'accueil dans la vie extra-utérine. Là aussi, il faut l'accueillir en pleine conscience avec papa ou l'autre parent, mais vraiment accueillir ce bébé avec plein de jolies intentions, avec un vrai échange de regards, les yeux dans les yeux, le cœur à cœur. C'est la rencontre, c'est un regard. Et c'est dommage de le louper parce qu'on est derrière un smartphone ou parce que c'est quoi. Mais si on peut à un moment se dire, dans mon projet d'accueil de bébé, je vais être en pleine conscience et essayer de l'accueillir avec tout ce que je peux lui offrir, mes bras bien évidemment, ma chair bien évidemment, mais aussi ce qui se passe là-dedans, toutes ces intentions. Il va recevoir ces messages. Allez-y, impliquez vraiment votre chérie parce que vous êtes deux. Et puis si c'est une maman solo, elle arrivera à l'accueillir toute seule aussi, mais la pleine conscience, vraiment, elle va ressentir si l'accueil est chaleureux ou s'il est plutôt glacé. Incroyable. Et ça, je peux vous le garantir, qu'il va le ressentir. Je pense qu'on vous croit tous sur parole. Je vous assure, ça dure pas grand-chose, mais déjà, une déception à ce moment-là, il va le ressentir. Une déception de je ne sais quoi, peut-être qu'on ne connaît pas le sexe, on espérait le sexe opposé, et qu'il y a un moment de zut, même si c'est 1 seconde, il va ressentir ça. Donc, soyez vraiment là pour votre bébé. Et et puis la rencontre, j'allais dire, elle dure 1 seconde, elle dure 2 secondes, 10 secondes, mais en même temps, s'il y a des difficultés de santé chez le bébé, chez la maman,
la rencontre se fait plus tard, le lendemain, la semaine d'après, mais elle se fait un jour ou un autre. Donc, vous verrez quand ce sera le moment. Merci pour ces paroles rassurantes, en tout cas, Sonia. Parlons justement des besoins de ce petit être qui vient juste fraîchement de naître. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête au tout début de sa vie? En d'autres termes, quels sont ses besoins et quelle attitude est-ce que vous nous conseillez d'adopter vis-à-vis de lui? Pour connaître les besoins du bébé, il faut juste imaginer ce qu'a été sa vie intra-utérine, de l'eau, beaucoup d'eau, des bruits un peu sourds, de la pénombre, de la chaleur, de l'enveloppement, de l'enroulement. C'est tout ça, la vie d'un bébé. Il va ressortir du ventre de sa maman, il va faire froid, il y a de la lumière, les bruits sont forts, il n'y a plus d'eau, il pousse son cri, il n'est plus enveloppé autant que dans le ventre de sa maman. Donc, qu'est-ce que je peux reproduire de cette vie intra-utérine assez facilement pour dire justement ce passage de l'intra à l'extra, d'une rive à l'autre, on peut l'appeler comme on veut, mais en tous les cas, mettons-nous à la place de ce bébé et dans son ressenti et juste en imaginant ce bouleversement que c'est pour lui que de naître, déjà enroulé dans le ventre de sa mère. Au moment de naître, il est en extension, on tire un petit peu sur la tête, déjà là, c'est pas top. C'est à la portée de tout le monde. Même s'il y a des difficultés de lien avec la maman, il y a peut-être le coparent qui est là et qui va prendre le relais un petit instant, le temps que la maman atterrisse, qu'elle comprenne ce qui vient de se passer. Il y a des accouchements qui sont difficiles. On ne culpabilise pas, ça va se faire, mais enroulez ce bébé et tenez-le contre vous. Le pot à pot, bien évidemment. Le pot à pot, c'est de la chaleur, c'est de l'odeur, c'est du contact, c'est un cœur qui bat, c'est tout ça. Donc tout ça va aider à ce fameux passage qui est si difficile pour eux. On commence à en avoir conscience, mais c'est très long. J'aimerais juste rebondir sur un aspect. On sent bien en fait le rôle pivot, le rôle central des parents. Quels sont du coup les besoins des parents à ne surtout pas ignorer finalement en ces débuts de vie? Vous qui accompagnez des bébés, mais aussi bien évidemment des familles, quels conseils vous donneriez justement à de jeunes parents? Quels besoins ne faut-il surtout pas mettre de côté et assouvir justement pour pouvoir assurer cet accueil chaleureux dont vous parlez et bienveillant à ce petit bébé? Il faut s'assurer de ne pas être envahissant. Il faut s'assurer de respecter l'intimité des parents et du bébé. Il faut s'assurer de les accompagner, mais en personnalisant l'accompagnement. Tous les parents n'ont pas les mêmes besoins. Il y a un premier enfant, il y a un quatrième enfant. Il y a des gens anxieux, des parents anxieux, des moins anxieux. Donc, c'est juste savoir le bon dosage entre est-ce que vous avez besoin de nous ou est-ce que vous avez plutôt besoin de créer votre petit cocon dans l'intimité avec le moins de présence possible, le moins d'intervention possible. C'est permettre ce temps, c'est suspendre le temps justement pour que la rencontre se fasse. Mais ça se fait, c'est un moment très intime. Il faut savoir quitter la pièce, il faut savoir revenir quand ils ont besoin de nous. Mais c'est leur histoire. Et ils sauront faire appel à nous s'ils ont besoin de nous. En attendant, laissez-les se rencontrer. Laissez la femme devenir maman, l'homme devenir papa, le fœtus devenir bébé. Et c'est comme ça toutes les générations, la maman devenir grand-mère. Donc chacun a un passage au moment d'une naissance. Donc chacun prenne le temps, qu'on accélère surtout pas. Il va falloir apprendre à aller moins vite pour intégrer
ce qui est en train de se passer. Et si on revient au corps de la maman, hein, malgré tout, c'est elle qui a tous ces bouleversements corporels, sauf si le papa nous fait la couvade. Il peut prendre autant de kilos que la mère. Oui. Mais c'est juste ce chamboulement qui se passe aussi dans le corps de la femme, dans le mental de la femme, dans les hormones de la femme. Donc ça aussi, il faut prendre le temps, il faut laisser le temps à la femme, il faut laisser le temps au bébé et il faut laisser le temps aux parents d'intégrer tout ce qui est en train de se passer là. On sent à quel point, en effet, il faut se mettre, comme vous le disiez, sur pause, à quel point il faut ralentir. Et je sais qu'il y a notamment une méthode dont vous venez juste de parler, qui est le pot à pot, qui peut notamment en fait mettre sur pause ce temps qui va à 100 à l'heure dans notre société d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler la spécificité de cette méthode, le pot à pot, et quel en est l'intérêt pour le bébé comme pour les parents? Et finalement, une question que j'entends aussi assez souvent revenir, jusqu'à quand, à partir de quand et jusqu'à quand peut-on le pratiquer, ce pot à pot? Alors, le pot à pot a été mis en place en Colombie. D'accord. Il y a déjà de nombreuses années. Il a été mis en place en Colombie parce qu'il y a eu beaucoup de naissances prématurées et il n'y avait pas suffisamment de couveuses. Incroyable. Donc, il a fallu trouver comment tenir chaud à ces bébés sans qu'ils aient leur petite boîte chaude. J'ai envie de dire, tant mieux qu'il n'y ait pas eu suffisamment de couveuses parce qu'on a découvert le pot à pot. C'est assez dingue de penser qu'on l'a découvert. Hein. En tous les cas, on s'est mis à parler de ce pot à pot et de tous les bénéfices. Donc, ces petits prématurés ont été installés contre la maman d'abord et puis après le papa pour avoir chaud en priorité. Et puis, on s'est rendu compte qu'ils régulaient leur rythme cardiaque respiratoire, que ça a créé du lien, que ça a créé de la confiance, que ça stimulait l'alimentation et l'allaitement. Enfin, il n'y a que des côtés positifs à faire du pot à pot. Il n'y a pas, si on entend un jour quelqu'un dire « Ah oui, mais le pot à pot, c'est bien, mais… » Il n'y a pas de « mais ». C'est bien tout court. Ça ne peut pas créer des enfants dépendants de leurs parents, on est d'accord. Ça fait des enfants qui vont être nourris dans leur cerveau de confiance en ses parents et des confiances en lui. Donc, voilà, on a commencé à mettre ça en place pour les prématurés. Et puis, on s'est dit, et pourquoi que les prématurés ? Et petit à petit, les couveuses ont un petit peu disparu et le pot à pot a pris place. Et c'est juste extraordinaire parce que c'est une si jolie transition entre la vie intra-utérine et la vie extra-utérine. Parce que malgré tout, avec ce pot à pot, il retrouve des repères, il retrouve de la sécurité. Et ça, c'est magnifique comme transition quand on sait à quel point elle est difficile, cette transition. Alors, le pot à pot, on parle souvent du pot à pot à la naissance. J'ai envie de dire qu'en principe, c'est fait partout. D'accord. J'ose l'espérer que oui. On sait toujours qu'il y a des petites exceptions. Mais il faut s'accrocher pour qu'il n'y ait plus d'exception du tout. Et ensuite, quand il y a des difficultés des naissances, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on reporte le pot à pot. Si les bébés sont prématurés, qu'ils ont tout de suite besoin d'assistance, s'il y a un transfert de maman parce que elle va pas bien et qu'il faut s'occuper d'elle, il y a le pot à pot avec le papa en attendant, si la maman part. Mais pour la prématurité, heureusement, aujourd'hui, même les grands prématurés sont mis en pot à pot avec les mamans, avec toute cette installation d'aide à la respiration, l'oxygénation, et on arrive à mettre des tout petits bonhommes sur les parents, et ça, c'est extrêmement touchant, bouleversant, mais vraiment, il a été prouvé que ces bébés ont été beaucoup mieux grâce à ces pots à pot. Ces bébés qui avaient des difficultés, c'est le pot à pot qui a aidé en tous les cas à ce que ça aille mieux. C'est donc, incroyable. Rien n'a prouvé ce pot à pot. Il n'a plus rien à prouver
Donc, exigez le pot à pot si tout va bien à votre accouchement. Exigez-le. Si on vous tient tête et qu'on vous dit non, vous n'avez besoin de personne pour faire un pot à pot. C'est une peau nue sur une peau nue. Juste faire attention à dégager le nez et la bouche du bébé qui doivent toujours être dégagés pour qu'il respire bien. Et un petit linge sur le dos du bébé, un petit bonnet si c'est un petit nouveau-né, et puis faites du pot à pot. Et c'est bien pour tout le monde, ça lance la lactation, c'est une jolie adaptation à la vie aérienne. Et jusqu'à quand jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui ne veuille plus en faire. Si le bébé a envie d'explorer le monde parce qu'il commence à bouger, qu'il commence à se déplacer, qu'il n'a plus envie d'être contenu comme ça, parce que heureusement un jour ça s'arrête, et il va y aller et la maman va comprendre, et puis la maman peut-être que elle trouve que c'est bon, ça y est, elle a fait suffisamment de pot à pot. Elle dit ça y est, c'est bon aussi. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Et puis surtout se dire qu'un jour ça s'arrête. Et dire, si j'avais su, j'en aurais fait plus. Peut-être pour le prochain. On sent dans vos explications à quel point ce pot à pot est au cœur du lien d'attachement. Alors, au-delà du pot à pot, Sonia, moi j'aurais aimé savoir comment est-ce qu'on fait justement pour créer un lien d'attachement et pour le perpétuer finalement au tout début de la vie de ce petit bébé. Toute la vie, le lien, toute la vie, c'est d'autres outils qu'on met en place au fur et à mesure que nos enfants grandissent. Mais c'est toute la vie. Le lien est là, mais si on pouvait l'épaissir, il y a jamais de fin, il y a jamais de lien trop gros. Donc on en rajoute et on en rajoute des fils tout autour et autour. Comment on l'entretient? En étant dans la connexion et de la disponibilité avec ses enfants. C'est pareil, hein, ça veut pas dire 24 heures sur 24. Mais c'est aussi s'accorder du temps pour passer du temps avec nos enfants, quel que soit l'âge. Ça va être à la naissance avec du pot à pot, le regard et un tas de choses. Au moment des soins, le bain, le change, n'importe quoi, on peut créer du lien à ces moments-là. C'est du partage, c'est de la communication, c'est des yeux, c'est notre respiration qui se cale sur la respiration de l'autre. C'est tout ça. Mais ça va être aussi sur un tapis d'éveil, plutôt que de poser le bébé, aller faire autre chose, s'allonger un petit peu à côté et puis passer du temps avec. Ça se nourrit. Le lien d'attachement, c'est la confiance. C'est la confiance pour toute la vie. Toute la vie. Ce que vous nourrissez aujourd'hui, vous en aurez les fruits plus tard et il en aura les fruits plus tard. Donc, il faut s'accorder et lui accorder du temps et être bien. Une maman qui n'est pas bien, d'abord il va le sentir. Donc prendre soin aussi de la maman pour qu'elle soit bien et des parents pour qu'ils soient bien et qu'ils soient disponibles. Bien évidemment, s'ils ne sont pas disponibles, c'est superficiel, c'est pas profond. Donc être là, être authentique, être soi. Ne pas chanter pour dire il faut que je chante. Si vous détestez chanter, ne chantez pas. Faites ce que vous aimez parce que forcément vous allez passer le bon message. Soyez vous-même. Merci pour vos mots, Sonia. Il y a un autre moyen pour assurer justement cette transition douce de la vie intra-utérine jusqu'à l'arrivée sur Terre de ce petit bébé, et c'est votre bain. Le bain de Sonia, comme on l'appelle tout court. Alors, pour commencer, pourquoi un bain, ou en d'autres termes, qu'est-ce qui vous a inspiré ce soin? Il faut savoir que tout ce que je fais avec les bébés, c'est les bébés qui m'inspirent. Parce que moi, je ne sais pas, et les seuls qui savent, ce sont eux. Donc moi, je suis juste là, je suis leur petit soldat, et ils me disent, va là, fais ça, et moi, je vais là et je fais ça. C'est eux qui me guident parce que la vie de bébé, je ne m'en souviens pas, sauf dans cette fameuse thérapie où je suis retournée à ma naissance. Mais c'est juste
être suffisamment disponible à l'écoute et les observer pour pouvoir accueillir le moindre petit message, le moindre petit signal, la moindre gesticulation qu'on doit interpréter, puisque lui il ne communique que comme ça. Après, c'est interpréter, essayer de comprendre en fonction de ce qu'il a pu vivre dans le ventre ou ce qu'il a pu vivre à la naissance ou un tas de choses. Mais un bain, parce qu'on arrive tous en étant bouleversés à la naissance, tous. Comment adoucir ce bouleversement, comme je l'ai dit, en essayant de recréer un petit peu sa vie intra-utérine, j'ai envie de dire sa première demeure. Et pour qu'il se sente suffisamment bien pour pouvoir me livrer des informations, des intimités, des émotions, il faut que je le remette chez lui. On est tous bien chez nous. On n'a pas peur, on se sent en sécurité. Donc, je vais essayer de recréer un chez lui pour pouvoir me raconter des choses s'il a des choses à raconter. Ou dormir s'il veut juste se souvenir qu'il dormait et que c'était bien de dormir, ou juste de le bercer parce que c'était sympa quand maman bougeait, avoir l'eau qui bougeait dans tous les sens et moi j'étais bercée presque H24 sauf quand elle était allongée, mais c'est juste lui donner toutes ces souvenirs de sensations aquatiques pour qu'il puisse me raconter. Et ça, je les remercie vraiment aujourd'hui parce qu'avec le temps, ils se sont vraiment mis à raconter. Qu'est-ce qui vous révèle ces bébés au moment de ces bains? Quand ça va bien et que tout se passe bien, ils me disent juste que tout va bien et que ça se passe bien. Maintenant, ils vont aussi me raconter leurs difficultés, leurs peurs, leurs douleurs, leurs souffrances. Leurs difficultés du passage de l'intra à l'extra, c'est ça qu'ils vont me raconter. Ils vont me raconter une maman qui pleure peut-être sur le deuil du bébé d'avant, qui n'est pas encore solutionné, et la maman qui pleure encore sur cette naissance, et lui vit ses émotions. Je veux pas être là pour culpabiliser, absolument pas, pardon de me... Voilà. Ce n'est pas ce qu'on entend, ne vous inquiétez pas. Voilà, je suis vraiment pas là pour ça, mais je suis juste là pour parler des émotions du bébé. Et quand je dis qu'il faut qu'une maman soit bien, parce que les bébés ressentent le bien-être de la maman, les tristesses de la maman, peut-être la mauvaise nouvelle qu'elle a entendue quand elle était enceinte, d'où l'importance d'encourager les mamans à raconter leurs émotions au bébé. C'est hyper important aussi, soit à voix haute, soit à voix intérieure. Et combien même on l'a fait en intra-utérin, le redire une fois qu'il est né, puis après ça va, on va pas le raconter tous les jours, mais même la maman, en le racontant, elle va se faire du bien aussi. Donc, ces bébés sont absolument bouleversants de clarté. Mais c'est tellement clair qu'il y a quelque chose qui va pas. Et moi, je suis juste là à chercher ce que je peux proposer pour les soulager, parce que pour moi, c'est une vraie souffrance pour moi que d'accueillir des bébés si jeunes en me disant qu'ils ont déjà tellement de bagages sur leurs épaules. 8 jours, 15 jours, et je me dis, mais non, tu peux pas démarrer dans la vie avec un tel poids sur tes épaules, mais il faut absolument que je te décharge de ça. Alors, je fais de mon mieux. Et on le voit à travers vos vidéos, je pense qu'on a tous été soufflés par ces images et on voit de toute façon votre implication et votre engagement aux côtés de ces petits êtres. Justement... Je voudrais juste expliquer une autre chose, c'est que au tout début de mon histoire de bain, je voulais juste faire que ce moment du bain ne soit plus un moment dans lequel les bébés pleurent. Les parents l'ont baptisé Thalasso parce que c'était tellement calme et tellement avec le petit filet d'eau. Ils l'ont appelé Thalasso Bain Bébé. J'ai dit ok, on va le baptiser comme ça. Mais aujourd'hui, bien évidemment, là où m'ont conduit les bébés, dans leur intimité, dans les émotions, dans les difficultés que ces bébés ont, le thalasso n'a plus son sens.
ce thalasso, je veux plus qu'on l'appelle thalasso, c'est un thérapeutique bain bébé. Non seulement bain bébé, mais tellement pour les parents aussi, parce que là encore, le bébé ne fait qu'un avec la mère. Quand on soulage un bébé, on soulage la maman. Quand on soulage une maman, on soulage un bébé. Donc ce bain est là pour consoler une vie intra-utérine, un passage, une naissance, un début de vie compliqué, mais il est là pour, j'irai pas jusqu'à réparer, quoique les parents le disent, c'est pas moi qui le dis, mais en tous les cas, si je pouvais envelopper tout ce petit monde et consoler, c'est déjà pas mal. Donc, thalasso, ça ne va absolument plus aujourd'hui. La précision est bien entendue et je suis la première à m'excuser de l'avoir appelé comme ça. En effet... Si. Et en tout cas, c'est vraiment bien noté et bien entendu. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous dites, à ma connaissance, vous ne formez que des professionnels de la santé à votre bain. Aucun parent ne doit tenter de reproduire ce bain en toute autonomie chez lui. Et du coup, me vient une question, Sonia. 2 questions d'ailleurs par rapport à ça. Comment est-ce qu'on fait justement pour faire de ce moment du bain une source de plaisir chez soi? Et quels sont les premiers soins finalement que vous conseillez à des parents lorsque ils rentrent avec leur bébé au sein de leur maison? Alors, pour commencer, je ne peux pas interdire aux parents. Je suis personne pour leur interdire. Je vais juste leur conseiller de ne pas aller aussi loin que moi ou que des professionnels, ne pas aller aussi loin dans le bain. Ça reste quand même une formation de 3 jours. Des professionnels qui ont l'habitude de baigner des bébés, qui connaissent les gestes d'urgence si jamais ça devait mal se passer. Donc, je ne peux pas l'interdire, mais je ne le recommande pas d'aller aussi loin. C'est très clair. Maintenant, entre deux, et je pense que aujourd'hui, les bébés ne devraient plus être baignés sans un enveloppement, ce qu'on appelle un bain enveloppé. C'est juste mettre un linge autour d'un bébé. D'accord. Et si tout le monde faisait ça, on aurait, pour ainsi dire, presque plus de pleurs de bébé. Juste parce qu'on met un linge autour de l'enfant pour qu'il retrouve justement cet enveloppement qu'il avait dans le ventre de sa maman. Bien évidemment, il ne faut pas qu'il aille au bain en ayant faim. Ça aussi, c'est la première condition. Un bébé qui a faim, il ne veut pas un bain. Et il ne sait pas patienter. Donc, tant que vous n'aurez pas répondu à son besoin, il va vous dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Donc, ne baignez pas un enfant qui a faim. Maintenant, le premier soin à faire dès qu'on rentre à la maison, aucun soin est urgent. Le bain n'est pas urgent. Je pense qu'avant 2 jours, c'est pas utile. À 2 jours, c'est vrai que les séjours en maternité sont courts, donc les séjours vont être 2, 3 ou 4 jours. Donc il y a un moment, si les parents le veulent, j'insiste bien parce qu'on peut aussi avoir des parents qui ne veulent pas du bain à la maternité et il faut le respecter. Ce n'est pas une obligation que de donner un bain à la maternité. Si les parents se sentent bien pour le faire seul à la maison ou s'ils veulent être accompagnés par une professionnelle chez eux, à la maison, avec du temps que pour eux, c'est leur choix et on le respecte. Donc, il n'y a pas d'urgence. Le bain peut se donner à 2 jours, peut se donner à 1 semaine, peut même se donner à 15 jours si on a envie. Aucun soin n'est urgent. Je dirais, tant que votre bébé a chaud, qu'il respire bien, ça veut dire que ses voies, son nez est dégagé et qu'il mange, il n'y a pas besoin de grand-chose. On va lui changer sa couche, bah forcément, hein. Mais il n'y a pas de soins urgents, il n'y a pas de choses qu'il faut faire absolument quand on rentre à la maison. Un jour, il faudra qu'il prenne un bain, c'est certain. Vous me faites rire, mais ça fait du bien. Oui, mais pourquoi pas un bain avec papa? Si maman ne peut pas prendre de bain tout de suite, pourquoi ne pas rentrer dans le bain avec papa? Ça, c'est encore pas trop dans nos cultures, mais dans d'autres pays, oui. Pourquoi pas les parents qui n'ont pas de grande baignoire, prendre le bébé, être sûr que le sol ne soit pas glissant dans la douche, mettre un tapis antidérapant. Pourquoi pas aussi faire découvrir au bébé la sensation de la pluie d'eau sous la douche, avec le bébé tout contre le papa ou la maman, et puis avec une petite douche à bonne température qui va venir caresser le petit corps de bébé. Tout est possible.
Ça fait du bien de se l'entendre dire, Sonia. En fait, et puis raconté par vous, on a l'impression en effet que c'est tout simple et que ça devient en effet un moment de pure sensorialité. Merci en tout cas pour ces clarifications. Vous parliez des pleurs des bébés. J'aimerais justement qu'on insiste 2 secondes là-dessus. Vous nous aidez souvent à décoder ces pleurs. Il y a notamment en fait ces premiers pleurs qui interviennent lors de cette fameuse nuit de la Java. De quoi s'agit-il exactement, Sonia? Et comment est-ce que concrètement on peut, quelle attitude en fait on doit adopter justement de manière à pouvoir soulager, consoler le bébé lors de cette nuit de la Java? Alors, il y a la nuit de la Java. C'est comme des rendez-vous, hein, parce que les parents arrivent, ils ont des infos. Donc, à J2, tu vas avoir la nuit de la Java. À J3, tu vas avoir le baby blues. À J je ne sais quoi, tu vas avoir autre chose. Donc, on attend ces moments-là comme des rendez-vous. N'attendez rien et vous verrez bien. C'est pas faux en tout cas. Peut-être qu'on l'aborderait de manière plus décomplexée et plus sereine finalement si on adoptait cette attitude. C'est-à-dire que le deuxième jour, j'ai pas lu sur le pourquoi du comment de la Java, j'en sais rien. Moi, je pense juste que le bébé, à un moment ou à un autre, s'est remis un petit peu de sa naissance, est moins fatigué, donc plus vif. La fatigue prenait peut-être un peu le dessus sur l'appétit au début, donc il dormait plus qu'il ne mangeait. Il s'est reposé. Tout d'un coup, l'appétit là commence à venir chatouiller mon petit ventre, donc je dors moins et je vais avoir très faim. Mais en même temps, pour les mamans qui allaitent, eh ben, cette nuit dite de la Java va lancer beaucoup de lait parce que comme votre bébé va beaucoup téter, vous allez avoir une montée de lait merveilleuse. Il va être repu, satisfait, vous fatigué, mais lui heureux. Et par contre, vous aurez le joli résultat le lendemain matin sur la pesée et vous direz, au moins, je ne me suis pas fatiguée et je ne suis pas restée réveillée toute la nuit pour rien, parce qu'en principe, on a une belle prise de poids à la pesée du lendemain. Maintenant, ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire, on peut pas faire grand-chose parce que lui, le bébé, n'est pas en train de vous faire cette fameuse nuit de la Java pour vous embêter. Il réclame des choses, il réclame peut-être aussi que là, il vient de réaliser réellement comme il dort moins. Oh, mais en fin de compte, je suis plus dans le ventre de ma mère là. Je réalise ça, je réalise que j'ai faim. Donc arrêtons de nous poser des questions, le pourquoi du comment de je ne sais quoi. Il pleure. Et bien, comme tous les pleurs, la meilleure solution aux pleurs, c'est des bras. Il n'y a pas de mystère. C'est comme ça. Chez les mammifères, c'est comme ça. Nous sommes des mammifères. De notre mère, comme tous les bébés mammifères. Laissez-vous porter par votre bébé, par votre chéri, par votre fatigue et essayez de vous caler du mieux possible. Trouvez des moments pour vous reposer. Je sais que c'est facile à dire, pas facile à faire, mais à un moment, la fatigue prendra le dessus et vous ne pourrez plus vous empêcher vous irez dormir. Et voilà, j'ai envie de dire, prenez les choses simplement. Soyez entourés si vous en avez besoin. Faites la checklist des personnes ressources. Je suis crevée, j'ai besoin de dormir 2 heures, j'appelle ma sœur. Mon frigo est vide, j'appelle ma mère, je lui dis de me faire 10 plats à mettre au congélateur. J'ai envie d'aller chez le coiffeur, j'appelle ma voisine qui va garder mon bébé. Moi, j'ai juste envie de dire, on est prêt depuis la nuit des temps. Peut-être qu'on a été un petit peu moins dans le cerveau et un petit peu plus dans nos tripes et dans nos ressentis et dans notre connexion avec nos bébés. Essayons de revenir. C'est difficile de faire marche arrière quand les choses sont installées, que ce soit ça ou autre chose, mais on aime assez dire à l'école, on remet au goût du jour le maternage. Le maternage existe depuis toujours, sauf que des choses sont venues se mettre par-dessus. On a oublié un peu ce ressenti. Je ne vais pas parler d'instinct parce que maintenant l'instinct, on en reparle encore, mais plus
ressentir ses besoins de son bébé sans forcément aller lire des livres, des sites internet. Faites-vous confiance parce que de toute façon, ce bébé sort de vos tripes et qu'il n'y a que vous qui le connaissez le mieux. On sent que le maître mot est la confiance et merci en tout cas de le remettre sur le devant de la scène. Avant de conclure, j'ai une dernière question que j'entends aussi souvent beaucoup de parents se poser. C'est celle qui concerne l'alimentation du bébé. Comment est-ce que Sonia en fait pour choisir la manière dont on nourrit son bébé? Est-ce qu'il y a des critères auxquels vous conseillez de prêter attention? Est-ce qu'il y a des sensations en fait auxquelles il faut tout particulièrement veiller? Comment est-ce qu'on fait? Là aussi, on s'écoute. C'est votre corps. Y a quelqu'un qui a écrit Mon corps, mes seins. Ben, bien évidemment. Quand bien même le chéri d'à côté lui dit oh, bah, si, vas-y, j'aimerais que tu allaites, ben, ça reste son corps et ses seins. Ça reste son histoire. Il y a des histoires difficiles. Ça, c'est pour le choix. Ça reste le choix de la maman. Clair et net, pour moi, ce n'est que son choix. Parce que l'allaitement, lorsque l'on lit, et encore, je pense qu'on point que tout est beau et que tout est rose, on commence à dire que c'est pas tout à fait rose, que ça fait mal, qu'au début, un bébé qui est au sein, c'est un peu un pins, il est tout le temps au sein. Donc il faut être conscient de ça. Ça veut pas dire qu'il faut décourager, absolument pas, mais je pense qu'il faut préparer la femme à ça aussi, à cette disponibilité, en tous les cas au début. Maintenant, quand on sait pas trop, il y a la tétée en salle de naissance, que certains appelleront tétée d'accueil ou tétée de bienvenue, ce que moi je déteste, parce que malgré tout, il y a des femmes qui ne font pas cette tétée. Est-ce que pour autant ces bébés ne sont pas accueillis et ne sont pas bienvenus? Certainement pas. C'est leur histoire. Elle a peut-être eu des choses au niveau des seins, elle a peut-être été agressée, elle a peut-être subi une chirurgie, ou quand bien même elle n'a rien suivi, peut-être qu'elle est hypersensible. Ça ne regarde qu'elle. Donc, quand on ne sait pas, on essaye. Il y en a qui ont essayé, qui sont partis pour 6 mois, 9 mois d'allaitement. Il y en a qui ont essayé, qui se sont dit « Ah ouais, pour finir, c'est plutôt sympa, mais je reste sur mon idée de biberon. » Voilà, après, sein ou allaitement infantile, alimentation infantile, on s'en fout. Et on le redit, une maman qui est bien, c'est un bébé qui est bien. C'est tout. La discussion à ce moment-là, elle s'arrête. Et le message est bien passé. Pour conclure, j'ai 2 questions à vous poser, Sonia. La première, elle est forcément en rapport avec votre parcours. J'aimerais savoir quel regard est-ce que vous posez sur la place qui est accordée aux auxiliaires de puériculture en France. Oui, j'envie mon diplôme d'il y a 42 ans. C'est vrai, pourquoi? Racontez-nous. L'auxiliaire avait un vrai rôle d'accompagnement autour des parents et des bébés. Elle ne se consacrait qu'à ça. C'était sa vocation, sa mission. Aujourd'hui, l'auxiliaire, certainement par suppression de personnel et autres, c'est un grand débat à la santé publique aujourd'hui, on lui a retiré du temps pour qu'elle distribue les repas, desserve les repas, fasse les lits, et tout ça, c'est du temps en moins avec les parents. Les séjours sont de plus en plus courts, donc ça fait encore du temps en moins avec les parents. Donc moi, je tire mon chapeau aujourd'hui à toutes les auxiliaires de puériculture. Ça reste, malgré tout, et de plus en plus quand même, un métier pas reconnu, pas valorisé, alors que l'auxiliaire de puériculture est une personne indispensable dans les premiers moments de vie de parentalité de ses parents. Elle est indispensable. Redonnons tous ces blasons, même si on n'a pas beaucoup, mais c'est pas grave, mais on a au moins la reconnaissance des parents. C'est un métier en or. Vraiment, c'est un métier qui m'a amené là aujourd'hui. C'est pas valorisé. Malheureusement, j'ai juste envie de dire à toutes mes petites collègues, chapeau, lâchez rien.
Mais en même temps, je comprendrais qu'elle lâche. Je pense que nous aussi. Petites fées et toutes ces petites fées de la parentalité qui ne sont pas reconnues, finissent par lâcher le système hospitalier ou finissent par lâcher leur carrière en crèche et elles vont créer leur petite entreprise d'accompagnement parental et aller à la rencontre des parents comme elles l'ont toujours rêvé, comme ce pourquoi elles ont choisi ces métiers, pour les accompagner dans leur début de vie de parents. Et allez-y, croyez en vous, vous êtes capable, vous êtes légitime et si vous n'êtes pas heureuse, allez voler de vos propres ailes. C'est magnifique, Sonia. En effet, œuvrer à sa propre échelle. Alors, du coup, le mot de la fin, j'aimerais qu'il aille sur une note un peu intime. Je sais que vous-même, vous êtes maman. J'aurais aimé savoir ce que vos enfants ont changé, ou peut-être qu'ils n'ont rien changé, mais en tout cas, est-ce qu'ils ont changé quelque chose dans votre perception du monde périnatal et dans votre pratique de votre métier? Et si oui, quoi? Maman, je ne sais pas. Je pense que ça n'a pas trop fait bouger ma façon d'être et de faire lorsque j'étais maman. Par contre, quand j'ai été grand-mère, oui. Incroyable. Parce que toute cette histoire, cette sens de pourquoi j'ai choisi ce métier, ce sens que j'ai trouvé à ce choix et à cette histoire de bain, c'est né au moment de mes petits-enfants. Ma grande petite fille a 19 ans, mon bain en a 22. Ça veut dire que toute cette approche et cette philosophie m'est arrivée consciemment qu'après avoir eu mes 4 enfants. Donc j'ai envie de dire, je ne l'ai pas mis en application à ce moment-là, mais mes petits-enfants, oui. Incroyable. Écoutez, merci en tout cas pour votre générosité, merci pour votre disponibilité et toutes ces clarifications que vous nous avez accordées. Continuez d'irradier et d'œuvrer comme vous le faites. Vous faites du bien à ce monde, vous nous faites du bien à nous, mamans, bébés, parents. Et merci encore une fois pour ce moment que vous m'avez accordé. Merci à vous, merci aux bébés, merci aux parents et on a encore un long chemin, on lâche rien, mais on a besoin des bébés et on a besoin des parents. Merci à vous, Sonia. Je ne sais pas vous, mais ce que je retiens de ce moment suspendu aux côtés de Sonia, c'est que finalement l'école des parents n'existe pas. Nous devenons parents depuis la nuit des temps. Nous avons tous buté, trébuché, commis des erreurs et galéré. Nous avons tous tenté de faire comme on pouvait, de notre mieux sûrement, et finalement, nous y sommes arrivés, avec beaucoup d'amour et de confiance en notre bébé. Après réflexion, peut-être que la clé de cette aventure existentielle, la parentalité, c'est le temps. De prendre le temps de se laisser devenir parent, de laisser le temps à ce petit être en construction, de trouver son rythme et sa place dans notre monde, de vivre au ralenti. Alors je nous souhaite, chacun à notre échelle, de trouver le bouton pour réussir à nous mettre à leur diapason et en dehors du temps. À bientôt.